Bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale comme chaque soir depuis le début de la semaine consacrée à l'élection présidentielle russe. On va parler des enjeux de cette élection et parmi ces enjeux, il y a la crainte de la population russe de voir se dessiner une nouvelle guerre. On va en parler. Pour cela, je le reçois Pierre Laurin. Bonsoir Monsieur Laurin, merci d'être avec nous sur RT France. Vous êtes journaliste et écrivain, spécialiste de la Russie et de l'URSS. À vos côtés, Pierre Migaud. Bonsoir Monsieur Migaud. Philippe Migaud. Philippe Migaud, pardon. Vous êtes directeur du Centre européen d'analyse stratégique, spécialiste de l'armement et de la Russie également. Avant d'entrer dans le débat, on va commencer comme chaque soir avec cette présentation des 8 candidats en lice et on en parle après avec nos invités. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Меня зовут Ксения Собчак. Как показать, что нам не нравится то, что происходит? Мне всегда везет. Мы победим на этих выборах, вы даже не сомневайтесь. В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы. Дальше действовать будем мы. Пора начинать. Коровы все не иностранки, они все отечественные. А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем? Что здесь, идиоты пришли? Точно Мы нет. участники выборов. Don't worry, be happy. Entre les États-Unis et la Russie, les relations n'ont cessé de se dégrader au cours de ces dernières années. On assiste même à une course à l'armement, chacune des puissances définissant de nouvelles stratégies militaires. Pierre Laurin, le 1er mars dernier, devant la Douma, Vladimir Poutine a exposé sa nouvelle stratégie nucléaire avec des images à l'appui de ces nouvelles armes, missiles présentés comme indestructibles. Selon vous, c'était un message à ses électeurs ou une menace, un avertissement en tout cas par rapport aux États-Unis? Je crois que c'est beaucoup plus subtil que cela. En fait, depuis 2002, la Russie est très inquiète parce que l'équilibre nucléaire de la guerre froide a été rompu. Il a été rompu par l'abandon par les États-Unis du système ABM, du traité ABM, qui interdisait les boucliers antimissiles. La prolifération nucléaire? Non, la prolifération, c'est d'autres négociations qui existent toujours, mais là, c'était le retrait unilatéral des Américains du traité qui interdisait de déployer des boucliers nucléaires, des systèmes antimissiles, de manière à garantir la destruction mutuelle assurée, qui était la base de la stratégie nucléaire des deux grands pendant la guerre froide. Et pour les Russes, cela a signifié que les Américains allaient se lancer dans l'établissement de boucliers spatiaux ou autres, de boucliers de protection antimissiles, ce qui a été le cas. Et à partir du moment où la menace est devenue beaucoup plus présente et pressante, eh bien, il fallait réagir. Et la réaction, c'est d'essayer de rétablir la situation antérieure par des armes que les boucliers de défense antimissiles ne peuvent pas arrêter. Et c'est ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'en fait, ils envoient aux Occidentaux le message, en particulier aux Américains, le message que la stratégie de constitution de systèmes de boucliers nucléaires ne sert à rien, qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour rien, et que la Russie a utilisé des moyens certainement moins onéreux pour rétablir l'équilibre. Mais en même temps, effectivement, cela lance un message au peuple russe qui signifie nous veillons, nous sommes là, nous restons dans la course. Monsieur Migaud, fin décembre, c'est James Mattis, le ministre de la Défense américain, qui a présenté sa nouvelle doctrine militaire. Il a désigné la Russie comme ennemi principal avec la Chine, et cela
avant même le terrorisme. Est-ce que c'était la bonne méthode? Est-ce que c'est crédible selon vous? Écoutez, alors, si on s'en réfère strictement à la menace d'aujourd'hui, la menace actuelle, la menace qui tue, ce ne sont pas des Russes qui ont frappé au Bataclan. Ce ne sont pas des Russes qui ont frappé sur la promenade des Anglais. Ce n'est pas une idéologie russe qui forme des gens radicalisés dans nos banlieues, que je sache. Donc l'ennemi, tout de suite, pour l'Occident, pour la France, ce n'est pas la Russie, très clairement. Je pense que notre cible prioritaire, c'est le terrorisme. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, nous avons rigoureusement les mêmes intérêts que la Russie en termes de coopération antiterroriste, puisque nous devrions échanger des informations avec les services secrets russes, comme nous en échangeons avec les services secrets d'énormément de pays, et de manière à prévenir certains attentats. Donc je pense que James Mattis fait totalement fausse route. Mais en même temps, il fait fausse route par rapport à la menace immédiate, mais très clairement, je pense qu'on pourrait dire que depuis 2007 et la déclaration de Vladimir Poutine lors de la conférence sur la sécurité de Munich, où Vladimir Poutine a dit très clairement « Maintenant, l'unilatéralisme américain, c'est terminé, maintenant nous n'accepterons plus d'être foulés aux pieds », je pense que là, très clairement, les Américains, depuis une dizaine d'années, ont compris qu'ils avaient en face d'eux une puissance qui posait problème, une puissance qui était de moins en moins manipulable, et ils se sont mis en tête de casser cette puissance. De casser cette puissance et de casser, si possible, son allié, la Chine. Et c'est pour ça que la Russie et la Chine sont sans cesse présentées comme des menaces militaires extrêmement importantes. D'ailleurs, du point de vue strictement militaire, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de puissance et de capacité de nuisance que le terrorisme. C'est une posture ou une réalité? Quoi donc? La façon de présenter la Russie et la Chine comme des menaces. Alors, très honnêtement, je pense que c'est strictement une posture. Parce que vous le disiez tout à l'heure, la population russe a peur d'être attaquée. Il faut bien se rendre compte que les Russes ont un complexe obsidional qui est dû à leur histoire. Je rappelle que la Grande Guerre patriotique, 1941-1945, c'est 27 millions de morts. 27 millions de morts, et c'était hier. Dans chaque famille russe, il y a des parents, des grands-parents qui sont morts au cours de cette agression. Et puis, si on remonte dans l'histoire russe, la Russie est une puissance qui a été beaucoup plus envahie qu'elle n'a envahi les autres. Donc oui, je pense qu'il y a une véritable inquiétude. Et puis, il faut se rappeler d'une chose, c'est que l'OTAN progresse vers l'Est. L'OTAN, c'est l'ennemi historique. Et quand vous êtes un citoyen russe lambda et que vous voyez que les Américains font des manœuvres avec des blindés à Narva, à 130 km de Saint-Pétersbourg, vous avez des raisons légitimement de vous sentir inquiet. Pierre Laurin, les États-Unis avaient promis à Mikhaïl Gorbatchev, à l'époque, de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Pourtant, c'est ce qui s'est produit. Est-ce que ça a été une erreur stratégique de la part des États-Unis, selon vous? Je pense que les États-Unis se sont laissés emporter par ce que, dans d'autres époques, on appelait le vertige du succès. C'est-à-dire que l'Union soviétique s'est effondrée. S'est effondrée sous son propre poids. C'est-à-dire que l'économie ne fonctionnait plus, la société était en état de déliquescence. Rien ne fonctionnait réellement convenablement. C'était un colosse réellement au pied d'argile et il s'est effondré. Et les Occidentaux ont pensé que c'était leur stratégie, en particulier la stratégie de bouclier spatial, la célèbre initiative de défense stratégique du président Reagan, qui avait mis la Russie à genoux, enfin l'Union soviétique à genoux. Ce n'était pas exactement cela. Mais cette illusion du succès a fait que, dans les années suivantes, eh bien, on a considéré que la Russie devait être une sorte de protectorat, qu'il fallait lui apporter de l'aide, lui apporter la démocratie, etc., sans se rendre compte que, en fait, la Russie avait une histoire très longue, que la Russie était un pays fier et qu'il ne fallait pas humilier. Elle était déjà suffisamment humiliée par ce qui s'était passé. À l'époque, en 1991, je me souviens que les Russes eux-mêmes décrivaient la Russie comme une Haute-Volta ou un Burkina Faso avec des missiles. C'est à ce point, et donc on a insisté sur une sorte de protectorat bienveillant, et la Russie n'avait qu'à se taire, elle n'avait qu'à suivre l'Occident. Et donc, en ce qui concerne la démarche de l'OTAN, c'était, après tout, ils sont faibles, les pays de l'Europe de l'Est ont besoin de se sentir intégrés, donc on va
les intégrer dans l'Union européenne et dans l'alliance militaire qu'est l'OTAN. D'abord le groupe de Visegrad, et la Russie n'a rien dit. Ensuite, les pays qui appartenaient à l'Union soviétique, les pays baltes et les 3 pays baltes, la Russie n'a rien dit non plus. Elle n'était pas contre cet élargissement au départ. Absolument. Et même aujourd'hui, je pense que le président Poutine l'a dit au cours d'un discours l'année dernière, ça a été fait. C'est comme ça. La Douma, le Conseil de la Fédération ont voté cela. Donc il est inutile de revenir en arrière. Ça y est, c'est fait. Maintenant, ce qui les agace prodigieusement, c'est que ça ne s'arrête pas. C'est que là, maintenant, on a commencé avec l'Ukraine et la Géorgie, et que là, ce sont les intérêts vitaux de la Russie qui peuvent être menacés. Donc, ils ne peuvent pas aller plus loin. Justement, quel a été le point de crispation? Jusqu'où les États-Unis sont-ils allés trop loin, selon M. Laurin, pour qu'il y ait cette crispation et finalement cette surenchère et ce bras de fer que l'on vit aujourd'hui? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un point de rupture. Pierre parlait tout à l'heure du retrait unilatéral des Américains du traité ABM de 1972. Mais ce n'est pas que ça. C'est une série d'humiliations diplomatiques de la Russie. On a signifié 1999, on déclenche des frappes sur le Kosovo, en totale contradiction avec la volonté du Conseil de sécurité des Nations Unies, et on frappe la Serbie pendant presque 3 mois, alors que la Serbie est un allié traditionnel de la Russie. La Russie est considérée comme une puissance de seconde zone qui n'a plus son mot à dire en cas d'intervention armée en Europe. On peut frapper un de ses alliés. C'est quelque chose qui n'est pas supportable. Et je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, Yevgeny Primakov, qui était en route pour Washington, avait fait faire demi-tour à son avion quand il avait appris que les frappes avaient commencé sur le Kosovo. Et en fait, c'est assez drôle parce qu'on dit toujours que Vladimir Poutine est celui qui a dit stop aux États-Unis. Primakov avait déjà, entre guillemets, lancé le mouvement. Traité ABM de 2001, enfin, retrait du traité ABM fin 2001. Attaque unilatérale sur l'Irak en 2003. Aucune concertation vis-à-vis de la Russie. La Russie, d'ailleurs, avec la France et l'Allemagne, s'était opposée à cette attaque vis-à-vis de l'Irak. Et puis, ça continue à dérouler, Libye 2011, avec des Occidentaux qui vont très au-delà du mandat qui avait été donné par la résolution de l'ONU et qui renverse Kadhafi. Pour les Russes, c'était très clair. C'était régulièrement, on leur signifiait qu'ils ne comptaient pas, qu'ils ne comptaient plus. Et ça, c'était quelque chose qui était devenu plus supportable. Que vous soulevez la légitimité de l'ONU, ça c'est un point essentiel dans la vision de Vladimir Poutine de la stabilité du monde. Ah oui, tout à fait. On a l'habitude de considérer en Occident que les Russes se comportent au Conseil de sécurité des Nations Unies comme des nouveaux meusonniettes, comme les successeurs d'Andrei Gromyko. Mais la Russie, la position de la Russie, elle n'a jamais varié. C'est que les conflits internationaux doivent être traités dans le cadre des grandes organisations internationales, que ce soit l'Organisation des Nations Unies, que ce soit l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et ils n'en démordent pas. Ils veulent qu'ils veulent un monde multilatéral, un monde multipolaire avec des organisations qui permettent de discuter et de s'entendre. Et ils refusent cette espèce de vision américaine où il y aurait un espèce de directoire de puissance qui pourrait s'affranchir de toutes ces organisations et de tout le droit international. Pierre Laurin, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, simplement, lorsque l'on parle du demi-tour de l'avion de Primakov en 1999, c'était un signal fort. Mais n'empêche qu'à l'époque, la Russie, comme dans les années qui ont suivi, la Russie était toujours dans un état d'acceptation de ce que faisaient les Occidentaux. Et ce sont d'ailleurs les Russes qui ont permis le départ du président Milošević de Budapest, ce qui a permis la solution de la crise du Kosovo, qui a été une catastrophe par la suite. Et en particulier, l'indépendance du Kosovo a été également très mal prise par la Russie, parce que c'est là, pour la première fois, que les frontières internationales européennes ont été changées de manière totalement unilatérale, et même des pays de l'Union européenne, comme l'Espagne par exemple, mais d'autres également, ont refusé également cette situation, ce diktat des Américains et des
On ne sait pas trop qui. Il y avait les Français, il y avait des Allemands, il y avait des Britanniques. Mais rien n'était très clair. Mais en tout cas, le Kosovo est devenu indépendant en dépit des règles. Alors, lorsque, par la suite, la Russie s'est libérée également, partiellement, de ces règles, aussitôt, ça a été les hauts cris en disant « mais comment, mais ils n'ont pas le droit ». Alors, quand vous dites elle s'est libérée, vous parlez de la Crimée, j'imagine. Oui, ça a été la revanche de Vladimir Poutine sur le Kosovo, M. Migaud, selon vous? Oui, je pense que c'est très clairement un prêté pour un rendu. Il ne faut pas se leurrer. La Russie a annexé la Crimée, elle a récupéré une terre qui historiquement est russe, mais il est bien évident que du point de vue du droit international, il y a quand même un hiatus très clair. Simplement, si la Russie s'est crue autorisée à récupérer cette mise, qu'entre parenthèses, nous lui avons offert sur un plateau. Ah oui. Parce que là, mais vraiment, on a tout fait, tout simplement parce que la situation en Ukraine était telle, on a parachuté, on a parrainé une équipe, pardonnez-moi l'expression, de bras cassés, avec une idéologie nationaliste relativement échevelée. Ces gens-là ont commencé d'entrée de jeu à prendre des projets de loi, à imaginer des projets de loi hostiles à la communauté russe en Ukraine. L'Ukraine était dans une situation de faiblesse extrêmement importante. Vous avez eu des manifestations dans le Donbass, des manifestations à Nikolaïev, des manifestations en Crimée. Vous avez eu des débuts d'affrontements. La Russie est intervenue. Elle est intervenue et elle a récupéré la Crimée sur le tapis vert, mais sans coup férir, sans violence, extrêmement facilement. Donc du point de vue du droit international, il y a un problème. Mais encore une fois, la Russie n'aurait sans doute pas joué à ce jeu-là si nous n'avions pas les premiers donné l'exemple au Kosovo. Absolument. Ça me semble très clair. Alors, pour le coup, après le rattachement de la Crimée à la Russie, il y a eu de lourdes sanctions de la part des États-Unis et de l'Europe. Comment la Russie va pouvoir se défaire de ce problème ? Je crois que le problème des sanctions est un problème qui, pour la Russie, maintenant, appartient au passé. C'est-à-dire que... Ça va rester en l'état ? La Crimée va rester russe, Vladimir Poutine l'a annoncé. Ah oui, ça de toute manière, il est exclu que la Crimée redevienne ukrainienne. Elle n'a jamais été ukrainienne. Elle était victime d'une sorte d'ostracisme de la part du gouvernement de Kiev pendant très longtemps. Au départ, au moment de l'indépendance des États qui faisaient partie de l'Union soviétique, il y avait un accord interétatique entre la Crimée et l'Ukraine. Et la Crimée acceptait d'être dans cet accord interétatique avec Kiev. Mais à partir de 1994, l'accord a été déclaré nul et non avenu par Kiev et les Criméens se sont retrouvés, ils n'étaient plus un État. Sur les passeports ukrainiens, alors qu'ils étaient russes depuis toujours, eh bien, ils se sont retrouvés avec la nationalité ukrainienne. Ce sont des choses que l'on ne pardonne pas. Pour la population criméenne, c'était quelque chose d'hallucinant. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, plus personne ne veuille là-bas, y compris la population ukrainienne locale, qui ne représente pas beaucoup. Elle veut rester rattachée mais elle veut à la rester Russie. simplement parce qu'en l'espace de 3 ans, le niveau de vie a augmenté alors qu'il a décliné dans le reste de l'Ukraine. Alors cette péninsule est aussi l'objet de fierté nationale. Comment est perçu ce rattachement de la Crimée à la Russie ? Ça a été pour les Russes le symbole de la résistance à l'OTAN ? C'est vécu comme ça là-bas en Russie ? Non, je pense que ça a été vu de plusieurs manières. D'abord, je faisais tout à l'heure référence au fait que Vladimir Poutine avait remporté la Crimée en quelques jours sur le tapis vert. Je pense que tout le monde en Russie s'est dit « chapeau l'artiste ». Il a fait preuve en la matière d'un culot. Ça l'a rendu très populaire. Oui, et alors, il a fait preuve en la matière d'un culot et d'un sang-froid relativement extraordinaire. Donc je pense que dans l'opinion publique russe, y compris parmi les gens qui n'aiment pas Vladimir Poutine, parce que tout le monde n'est pas fan de Vladimir Poutine en Russie, ça a été considéré comme un coup de maître. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les sondages en Russie. Je crois qu'on atteint à un moment une cote de popularité qui frise les 92% de Vladimir Poutine, une cote de popularité record. Actuellement, il se situe toujours aux alentours de 80%. Donc ça a été la première chose. Bravo, Monsieur le Président. La seconde chose, très clairement, c'est que pour la Russie, le rattachement de la Crimée, c'est un coup de maître géopolitique, géostratégique. Celui qui tient la Crimée tient la mer Noire. Et très concrètement, la Russie a repris possession des bases en Crimée. La Russie a déployé de nouveaux armements
en Crimée, des armements anti-aériens, des armements anti-navires. Et elle est, de ce point de vue-là, extrêmement renforcée sur son flanc sud, où elle pouvait légitimement se sentir menacée parce que l'OTAN avançait aussi dans le sud, avançait aussi dans le bassin pontique. Et là, elle a donné un coup d'arrêt à l'avancée de l'OTAN. Donc je pense que ça aussi, pour la Russie, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça change radicalement la règle du jeu, non seulement dans le bassin pontique, mais même au-delà. Parce que si on regarde maintenant les nouveaux armements dont a parlé Vladimir Poutine, si on regarde ces nouveaux missiles tactiques hypersoniques dont il parle, eh bien si vous déployez ce type de missiles hypersoniques en Crimée, dans les eaux de la mer Noire, vous posez quand même un gros problème à l'OTAN dans tout le bassin de la Méditerranée orientale. Oui. Et il y a un point qui est également très important, c'est que avant la crise ukrainienne, dans les années 2010, 2012, 2013, beaucoup de sites ukrainiens consacrés à l'armement, consacrés à la marine, etc., mettaient un petit bandeau en disant « 2017, bye bye la flotte russe de Sébastopol ». Et il y avait beaucoup de commentaires qui disaient qu'après les Russes, les navires de l'OTAN seraient les bienvenus à Sébastopol. Et ça également, c'était une menace qui confirme exactement ce que tu viens de dire. La question, c'est que pour la Russie, il y avait quelque part une menace tellement importante sur son flanc sud qu'il fallait qu'elle réagisse. Et finalement, les événements de Kiev, en fin 2013, début 2014, l'ont bien aidé. Et je pense qu'effectivement, du point de vue géostratégique et du point de vue politique, la prise de la Crimée a été un coup de maître vu du Kremlin et la population russe pense cela. Alors dans ce rapport de force entre les États-Unis et la Russie, il y a également ces entraînements militaires russes aux portes de l'Europe, à la frontière avec les pays baltes. Comment est-ce que c'est perçu selon vous ? Les États-Unis ont envoyé également 4000 soldats s'entraîner en Allemagne. Est-ce qu'on n'est pas sur un peu des réflexes de guerre froide, là ? Vous savez, moi, pendant très longtemps, j'ai récusé cette expression de guerre froide. Tout simplement parce que nous avons grandi pendant la guerre froide et il est trop amer de devoir admettre que nous sommes revenus en arrière. Mais c'est un fait, nous sommes revenus en arrière. Et on est de nouveau en guerre froide. On peut raconter tout ce qu'on veut, se dire que ça va s'arranger, moi je n'y crois plus. Je n'y crois plus tout simplement parce qu'on est sorti du rationnel, aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, mais aussi en France, très clairement, depuis, je dirais, grosso modo 2013-2014, on nous dit la Russie, c'est l'ennemi. Donc, oui, on est revenu très clairement à une époque, on est revenu très clairement à un climat de guerre froide, à une situation de guerre froide. Et ces entraînements sont un symptôme de cette situation. Mais cela dit, vous évoquez les manœuvres dans les pays baltes. Mais qui provoque qui ? Qui provoque qui ? Ça, c'est une très bonne question. On en revient toujours à la même problématique qui est celle de l'élargissement de l'OTAN. L'OTAN n'était pas censé s'élargir vers l'Est, il s'est élargi vers l'Est, et puis de plus en plus, il monte en puissance dans les pays limitrophes de la Russie, tout simplement parce que, alors, il ne laisse pas des troupes déployées en permanence, mais en fait, ces troupes tournent. Il y a une rotation de troupes. Ce qui fait que s'ils ne sont pas toujours les mêmes, vous avez toujours des effectifs sur place. Et quand on parle de provocation, on a vu des papiers totalement délirants en ce qui concernait l'exercice Zapad 2017. Je me rappelle avoir lu un article disant que la survie de l'OTAN se jouait dans la trouée de Suwałki, juste à la frontière lituano-polonaise, enfin lituano-biélorusse, polono-biélorusse. Bon, on y était quand même dans le grand n'importe quoi. Ce qu'on ne dit pas, c'est que pendant ce temps, en Suède, dans d'autres pays de l'OTAN, vous aviez des dizaines de milliers de militaires de l'OTAN qui étaient en train de s'entraîner juste à proximité des frontières russes. Donc qui provoque qui ? Le problème, c'est que l'OTAN est là où elle n'aurait pas dû être. Et qu'on est rentré maintenant d'une... pour ça que je parle volontiers de guerre froide, on est maintenant rentré dans une logique du bras de fer permanent où aucun adversaire ne peut céder. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des risques de dérive, des risques de dérapage, mais pour autant, je pense aussi qu'on est réellement... Vous parliez des sanctions tout à l'heure, je pense que ces sanctions, on n'en verra pas la fin maintenant avant des années, qu'elles sont durablement ancrées dans la vie politique, dans la vie économique russe, dans notre vie internationale. Et oui, nous sommes repartis en guerre froide comme en 40, si vous me passez l'expression. C'est votre avis, Monsieur Laurin, on est dans une logique de bloc contre bloc ?
Oui, mais ce qui change la donne, c'est qu'il y a un troisième larron. L'Europe? Non, l'Europe, la pauvre. Qui cherche à rebâtir sa défense également. Ah oui, non, mais ça, c'est illusoire, hein, franchement. Mais la Chine... Il n'y a que les Français qui y croient. Lorsque l'on regarde les budgets militaires, mais la Russie est un parent pauvre. Elle a à peine 50 milliards de dollars par an consacrés à la défense. Alors que la Chine, aujourd'hui, elle a 3,5 fois plus. 3,5 fois. Et il y a 3 ans, c'était seulement 2 fois plus. C'est-à-dire qu'il y a un géant qui est en train de naître. Pour le moment, les forces stratégiques chinoises sont encore, non pas anecdotiques, mais sont un peu supérieures à celles de la France. Bon, mais ça augmente tous les ans. La marine chinoise devient pratiquement l'une des premières marines sur le Pacifique. Et ça, je crois que ça va changer progressivement la donne. Parce que les équilibres. Je crois qu'effectivement, oui, les équilibres, oui, bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, pour l'Europe et les États-Unis, la Russie est un adversaire convenable pour sauver l'OTAN. Il s'agit essentiellement de sauver l'OTAN, qui ne sert plus à rien, mais on donne l'illusion que ça sert à quelque chose. Mais bientôt, avec la montée de la puissance chinoise, je crois que les équilibres vont justement changer et qu'au lieu d'être un adversaire, la Russie pourra devenir peut-être l'atout qu'aussi bien la Chine que les États-Unis et l'Europe vont essayer d'attirer vers eux. La Chine, actuellement, a gagné la partie, ça c'est sûr, mais on ne sait pas comment ça peut évoluer, parce qu'également, pour les Russes, la Chine, traditionnellement, représente un danger démographique. Vous imaginez un ensemble de 1,5 milliard d'habitants sur 9 millions de kilomètres carrés, et au-dessus, vous avez 14 millions de kilomètres carrés avec quelque chose comme 20 millions d'habitants. Mais il y a un appel d'air vers la Sibérie qui est considérable, et ça, les Russes en sont conscients. Très court, pour finir, votre avis, pour conclure un petit peu ce débat. Quelle est la menace, d'après vous, la plus grande pour la stabilité mondiale? Est-ce que c'est l'OTAN et ses alliés, les États-Unis et ses alliés de l'OTAN, ou bien finalement la Russie et ses alliés? Je pense qu'il y a une idéologie qui s'est développée dans les années 90 aux États-Unis, qui est le néoconservatisme, dans ce qu'il a de plus agressif et de plus irrationnel. Et je pense que la principale inquiétude que nous avons à avoir, c'est que nous sommes rentrés maintenant dans une dialectique de la force brute. Après le discours de Vladimir Poutine le 1er mars, où il a présenté ses nouveaux armements, quelle a été la première réaction américaine? Si nous sommes attaqués, nous vous répondrons avec une force qui vous dépassera de très loin. Nous sommes dans une constante réaffirmation de la puissance. Les États-Unis, Pierre le disait tout à l'heure, n'ont pas compris que l'Union soviétique s'était effondrée sur elle-même et pas simplement du fait de la puissance américaine. Et les États-Unis n'ont toujours pas compris que cette puissance, ils devaient en faire leur deuil, parce qu'en face, il y avait des gens qui n'étaient plus prêts à céder. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. C'est cette espèce de sentiment d'impunité et ce refus de toute opposition, et toute opposition doit être brisée. C'est ça qui m'inquiète le plus. Pierre Laurin, pour finir, très court, quelle est la plus grande menace? Ça va être très court, parce que j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit. Très bien, je vous remercie en tout cas d'être là ce soir et d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Laurin et Monsieur Migaud. Merci beaucoup, c'est la fin de ce débat consacré à l'élection présidentielle. Restez avec nous sur RT France, tout de suite c'est le journal de 20h.